Soyez les bienvenus, chers téléspectateurs, dans l'interview d'Africa 24 qui reçoit un nouvel invité de Djibouti, Dr Abaté Ebo Adou, porte-parole d'un candidat à l'élection présidentielle qui brigue la magistrature suprême, celui de l'Union pour le salut national. Soyez le bienvenu. Merci. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, lire la première question qui est posée sur cette table et qui vous est adressée? L'élection présidentielle aura lieu le 8 avril. Que proposez-vous à Djibouti en matière de programme? Nous proposons pour l'élection présidentielle du 8 avril aux Djiboutiens un changement de gouvernement, un changement de république. Nous proposons la mise en place d'une deuxième république, une république différente de celle que nous avons connue depuis 40 ans d'indépendance, pratiquement 40 ans d'indépendance. Une république où le peuple aura son mot à dire. Ce que vous sous-entendez, c'est donc qu'il n'y a pas, pour l'instant, de réelle démocratie à Djibouti? Il n'y a pas du tout de démocratie à Djibouti. Du tout? Du tout. Dans la pratique, il n'y a pas de démocratie à Djibouti. Bien sûr, les textes sont là. Il y a une constitution qui a été votée en 92. Et en matière économique, alors, vous avez relevé des avancées en la matière, un taux de croissance qui avoisine les 6%. D'autres sources disent qu'elle est autour de 2,8 à 3%. Djibouti a toujours été qualifié par le pouvoir d'une terre d'échange et de rencontres. Djibouti a toujours eu l'ambition d'être un hub au niveau régional. Mais je crois que ça, c'est un rêve. Pour l'instant, c'est un rêve. Et cela ne s'est pas réalisé jusqu'à maintenant du fait d'une pratique de pouvoir qui est concentrée au niveau de la présidence de la République. Il y a eu beaucoup d'investisseurs qui sont venus à Djibouti, particulièrement du Golfe et des pays arabes, pensant que Djibouti allait justement être cette zone, un peu une sorte d'ouverture de l'Afrique de l'Est vers les pays du Moyen-Orient et éventuellement, pourquoi pas, de l'Europe et de l'Asie, puisqu'elle se trouvait sur un point stratégique qui était la rencontre entre la mer Rouge et l'océan Indien. Mais la nature du pouvoir qui, à Djibouti, règne depuis l'indépendance a fait que tout cela n'a pas fonctionné. Djibouti n'a pas profité de sa place stratégique. Mais à travers les ports de Djibouti, par exemple... 80% du commerce de l'Éthiopie passe par Djibouti à travers le port. C'est la seule activité que le port de Djibouti effectue actuellement. Écoutez, si nous parlons de la gestion de ce pays, il y a des chiffres qui sont par eux-mêmes évocateurs. Si vous me les permettez, je vais vous les citer. Je vous en prie. Djibouti se trouve à la 155e place sur 189 par rapport au classement de Doing Business. La tendance n'est pas à l'amélioration, mais au contraire à la diminution. Mais si on revient, par exemple, à la dernière élection présidentielle, entre 2011 et 2015, y a-t-il eu évolution ou non? Avant 2011, de l'aveu du gouvernement, il n'y avait pas eu grand-chose qui se faisait. Et c'est ce troisième mandat de M. Ismaël Omar Guelleh où le gouvernement se targue d'avoir fait des choses. Si vous nous dites que pas grand-chose n'a été fait auparavant, c'est qu'on est forcément dans une dynamique d'évolution, étant donné qu'on part de peu. Pour que les choses changent et s'améliorent, il faut que la façon de gérer change et qu'il y ait d'autres équipes. Mais par exemple, Djibouti est considéré, en tout cas selon le pouvoir, comme étant un pilier de stabilité politique dans la sous-région, face à l'Éthiopie, à l'Érythrée, encore la Somalie. Du fait de l'évolution de la situation en Somalie que nous connaissons et du fait aussi du départ du Derg en Éthiopie, la révolution de l'Éthiopie, l'irrédentisme somalien et éthiopien s'est un peu calmé, mais surtout du fait de la présence des bases militaires, d'abord françaises et maintenant de plus en plus internationales, cette stabilité est plus le fait de cette présence. Cette présence a été incitée par la politique du gouvernement. Elle a été acceptée par la politique du gouvernement. Elle est d'autant plus acceptée qu'elle est productrice de rente. Les autorités auraient pu ne pas accepter ces présences-là et choisir une autre stratégie. Puisque ça vous apporte de l'argent. Et de la stabilité politique. Et de la stabilité politique. Hein, et pourquoi pas? Et d'ailleurs, l'opposition ne remet pas en cause la présence de ces bases. Question suivante, s'il vous plaît. Alors, estimez-vous que l'opposition djiboutienne est désormais soudée? D'abord, l'opposition djiboutienne existe. Et c'est une bonne chose. Parce que je me souviens de ce que disait le président actuel en 2005, quand il s'est présenté aux élections. Il disait
dans mon pays, tout le monde est content de moi. Et la meilleure preuve, c'est qu'il n'y a pas d'opposition qui participe aux élections. Je suis le seul à être candidat aux élections présidentielles, disait-il. Ça, c'était en fait le résultat d'un boycottage des élections, toute forme d'élection par l'opposition, parce que l'opposition estimait que les règles du jeu n'étant pas respectées. Mais ça n'a pas été qu'en 2005. Hein. Il y a quelques mois encore, l'USN menaçait de boycotter cette élection présidentielle. Pour avoir les conditions. Est-ce que vous les avez obtenues? On ne les a pas obtenues, mais nous avons estimé que c'était une plateforme, que c'était une occasion de parler, par exemple avec Africa 24, pour expliquer notre point de vue sur la situation à Djibouti. Certains membres de l'opposition clament haut et fort que les vrais opposants boycotteront cette élection. D'abord, je ne sais pas ce que ça veut dire vrai opposant. Ça, ce sont les expressions qui nous viennent de Paris, de certains exilés qui sont ce que l'on pourrait qualifier de ce qu'on appelle la izquierda, vous savez. Pendant la guerre civile espagnole, il y avait des gens qui, dans les machins, ce qu'on appelle la gauche sur whisky, quoi. Je ne dis pas que tout le monde boit là-bas, mais ce sont des expressions qui nous viennent de là-bas. Les vrais opposants, ce sont ceux qui aujourd'hui participent à ces élections. Ce sont ceux qui disent haut et fort ce que veut la population. Ce sont ceux qui disent haut et fort, nous sommes et nous voulons une alternance politique à Djibouti. Ce n'est pas ceux qui se cachent. On fait de la politique pour pouvoir jouer le jeu. Les choses vont évoluer et il faut participer à cette évolution. C'est la raison pour laquelle nous disons que la presque totalité de l'opposition djiboutienne est soudée autour du candidat Omar Elmi Khairé pour présenter une perspective d'alternance à la population djiboutienne et à l'opinion internationale. Mais vous dites qu'elle est soudée, cette opposition, mais d'un côté, on a ceux qui déclarent que cette opposition ne devrait pas se présenter à l'élection présidentielle. De l'autre côté, on a des doubles candidatures sous la bannière de votre parti. Comment l'expliquer? Il y a un parti qui dit qu'il ne veut pas participer aux élections, c'est son choix. De là à revendiquer le statut de vrai opposant, je crois qu'il y a un peu d'exagération, que la moindre des décences aurait pu leur éviter. Par rapport à la double candidature de l'USN, en fait, il n'y a qu'une seule candidature de l'USN, et c'est celle-là. Et presque tous les partis coalisés qui participent aux élections sont derrière M. Omar Elmi Khairé. Vous savez, nous avons une réalité à Djibouti. C'est ce qu'on appelle le clonage des partis. Comment? C'est pas étonnant. C'est pas étonnant. On peut dire à quelqu'un, on te donne de l'argent, tu deviens candidat à la présidence, et puis nous, on va faire en sorte que tu sois le candidat de la coalition. Certains membres de l'opposition sont manipulés. Tout à fait. Il faut dire les choses comme elles sont. Et puis de toute façon, qui est derrière ce monsieur dont vous parlez? Pas grand-chose. La base de Mohamed Daoud oui. La base des partis politiques dont une partie de la direction s'est présentée avec lui, se trouve avec l'USN. Vous nous dites que l'opposition est soudée, mais encore une fois, on revient là-dessus. Des doubles candidatures, des défections, des avis contraires. Finalement, ce rêve d'un candidat unique ne se réalise pas. Le rêve, il y a un candidat unique de l'opposition, madame. Vous persistez. Je persiste à le dire, et la population de Djibouti le connaît. Ce candidat unique. C'est celui qui a été choisi de la façon, dans le respect de la charte de l'USN. La charte de l'USN dit le conseil de l'USN choisit les candidats. Et la méthode, c'est d'abord le consensus, si tout le monde est d'accord. Et s'il n'y a pas consensus, c'est les élections. Qu'il y ait des gens qui disent « nous ne sommes pas d'accord avec ça », ils ne sont pas d'accord avec la charte, alors. Ils sont signés à la charte les yeux fermés. Sans compter les candidats indépendants aussi. Les candidats indépendants, écoutez... Nous sommes 800 000, il peut y avoir 800 000 candidatures. Pas de candidature unique, pas de challenger face au président sortant. Ce n'est pas le plus important. Non, ce n'est pas le plus important. Qu'est-ce qui est important? Au contraire, je crois que pour le président actuel, ça aurait été facile de balayer un candidat et un seul candidat qui serait recru. Nous espérons pouvoir gagner ces élections. Vous espérez pouvoir les gagner? On espère pouvoir gagner ces élections. Et si on se présente, c'est d'abord pour ça. On espère pouvoir donner de l'espoir à la population djiboutienne et dire que 40 ans de pouvoir, ça suffit. Mais ce pouvoir estime que cette population djiboutienne, justement, vous la poussez à la désobéissance civile? Non, on la pousse à revendiquer ses droits. On la pousse à exprimer sa réalité. Est-ce que vous ne vous voilez pas la face sur la popularité de l'actuel président qui est candidat à sa propre succession? Je crois que, justement, c'est pour pouvoir le montrer.
Hein? S'il est populaire et 99% de la population de Djibouti réellement s'exprime pour lui, mais c'est tant mieux pour Donc lui. s'il obtient 99% des suffrages, n'est vous pas- accepterez ce résultat? Non, mais ça, c'est une autre affaire. On va terminer avec la question Joker, qui concerne justement votre candidat, le candidat que vous représentez, Omar Elmi Kéré. Alors c'est vrai qu'il y a des langues qui sont utilisées à Djibouti, le somali, l'afar, l'arabe, mais le candidat que vous représentez ne peut s'exprimer ni en français ni en anglais. Je crois que c'est Est-ce que ce n'est pas un handicap pour Je une ne- personne qui veut Je ne pense diriger? pas. D'abord parce que nous sommes en Afrique et les langues africaines à mettre en valeur, c'est justement l'occasion de mettre en valeur la langue somalienne qu'il parle, la langue nationale. Et il ne faut pas avoir honte de ce qu'on est. Nous, les Africains, nous avons tendance à nous mesurer par rapport aux autres, à voir ce que les autres peuvent reconnaître en nous, ce qu'ils ont et qu'ils peuvent retrouver en nous. Non, c'est pas ça le plus important. Comment va-t-il communiquer avec ses pairs s'il est élu, ses pairs africains? Vous vous rendez en Chine, vous n'allez pas parler en français. Le Premier ministre chinois ne va pas vous parler en français. Vous pensez imposer au reste du monde la langue somalienne? Non, voilà, on ne va pas imposer la langue somalienne au reste du monde. Il y a toujours des traducteurs, heureusement, aujourd'hui. Et les traducteurs vont exprimer ce que M. Omar Elmi Kéré dit en Somalie. Merci à vous d'avoir accepté de répondre à ces questions. Je vous en prie, merci. Et merci à vous également, chers téléspectateurs. C'était l'interview d'Africa 24. À bientôt.